Dans nos sociétés modernes, l'éclat superficiel séduit et trompe, mais nos traditions nous enseignent que tout ce qui brille n'est pas or et que les tonneaux vides font souvent le plus de bruit. Cet après-midi, dans Retour aux sources africaines, sur Kemet Télévision, nous levons le voile sur ces illusions avec la sœur Ngo Isich, auteure et artiste musicienne, et le maître Noga l'Ancien, en nous plongeant dans l'univers de l'ouvrage au son des pas du chat. Avec la grande participation, bien entendu, du centre culturel Bombabok, nous revisiterons les sagesses ancestrales qui nous rappellent qu'il faut regarder au-delà des apparences et savoir discerner la vraie valeur des choses et des êtres. À l'image de l'histoire d'Ekutken, ce bel oiseau prisonnier de son propre éclat, nous nous interrogerons sur les pièges du paraître et la nécessité d'une quête plus profonde. Préparez-vous donc, madame, messieurs, chers téléspectateurs, à une discussion riche, ancrée dans la pensée africaine et les enseignements de nos ancêtres. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille mes deux protagonistes, le maître Noga, l'ancien gardien des savoirs ancestraux, et la sœur Ngo Isich, auteur du livre au son des pas du chat, et également artiste musicienne. Maître Noga, Otep et bienvenue. Otep, triple Otep à tous, à vous nos téléspectateurs, à vous aussi mon cher Ipouti, Nyamsi Oba, Otep Ngosi, notre reine, je n'arrive pas à l'appeler sœur, c'est notre reine de la sagesse ancestrale. Je suis très heureux d'être là et j'espère que nous allons passer de très bons moments ensemble. C'est également avec beaucoup de plaisir de savoir que la plupart de nos abonnés ont plébiscité Retour aux sources ancestrales comme la meilleure émission de Kemet Télévision. Ah, bravo, bravo, le centre culturel Bombabok est très heureux de cette posture. Mais je vous assure, ce n'est pas fini. Nous revenons encore bientôt, et ça je trahis peut-être le secret. Nous revenons bientôt avec des émissions plus ludiques et encore des enseignements, parce que le retour aux sources ancestrales n'est pas fini, n'est même pas près de finir. Comme on dit souvent, ce n'est que le début du commencement. C'est le début du commencement. Alors la sœur Ngo Isich, Otep également à toi et bienvenue. Merci Otep à tous. Comment ça va cet après-midi? Ça va très bien. Tu as fini les chants du côté de votre macaque? Non, non, je suis au milieu, mais bientôt je vais finir. D'accord. He could King. Oui. C'est la thématique que nous allons aborder dans le cadre de cette autre sortie. Mais je pense que c'est elle qui doit prendre ça pour commencer. En tout cas, ce que je vous dis, He could King. Je ne sais pas si c'est le rossignol, mais c'est un très petit oiseau. C'est pas le rossignol, c'est un très petit oiseau au plumage exceptionnellement beau. Avant qu'elle ne prenne la parole, j'allais oublier de saluer le frère de la diaspora, notamment de la France, oui, qui a décidé d'apporter, n'est-ce pas, sa contribution pour aider à la production, oui, de ces ouvrages dont nous attendons impatiemment, oui, n'est-ce pas, sa réaction sur, oui, le plan financier. Il a décidé d'accompagner non seulement cette émission, et puis l'ouvrage au son des pas, oui, du chat, oui, parce qu'il a suivi le cri que nous avons apporté dans le cadre de cette émission, selon lequel c'était difficile pour nous, oui, n'est-ce pas, de produire. À chaque fois qu'on sollicitait, on vendait ce que nous avions et on partait commander une ou deux. Oui, ça coûte cher. Ça coûte extrêmement cher. Ça coûte très cher de cette manière, et j'espère qu'avec ça, les prix pourront être améliorés. Exactement. Peut-être baisser un peu plus. C'est une très très bonne initiative. Je redis ça. Il faut savoir que Kemet TV, et comme le centre culturel Bombabok d'ailleurs, notre partenariat n'est pas gratuit. Nous sommes victimes en fait d'une sorte d'ostracisme qui fait que la réflexion pour la connaissance originelle de l'Afrique noire est ostracisée. Il n'y a pas de faveur, personne ne nous fait de faveur, personne ne nous aide à nous produire. Donc je pense que ce geste est un geste très important, et il faut que
il soit suivi. Nous attendons, parce que c'est pas encore là, nous attendons, nous sommes très heureux et nous disons 3 fois merci à ce frère. Il faudra peut-être donner son nom. C'est vrai qu'il a voulu être dans l'anonymat, mais dans le dernier message WhatsApp qu'il m'a envoyé, il a mis son nom en bas. Voilà. Mais sauf que comme je ne peux pas fouiller le téléphone maintenant, compte tenu des nombreux messages que je reçois, je garde d'abord ça, et puis quand on va échanger, et il a promis de nous appuyer à hauteur de 500 000 francs dans un premier temps, en 2 échéances. Et après, plus tard, il verra comment est-ce que la cagnotte sera augmentée en fonction de comment est-ce que les livres sont également écoulés. Donc nous disons infiniment merci à ce frère qui a entendu ce cri et que désormais nous n'allons plus pleurer. La sœur dit, nous n'allons plus pleurer. Donc vraiment merci beaucoup à ce frère. Mais tu t'as taquiné tout à l'heure en disant que tu es bien placé pour nous définir ce que c'est que Kutkin. Merci, merci beaucoup à ce frère. Donc le nom reste encore caché, mais je lui dis infiniment merci. Qui dit merci en demande encore plus, parce que nous avons besoin de cet appui-là pour produire tout ce qui est dans nos cerveaux, parce qu'il y en a plein. Mais comment faire pour asseoir tout ça et mettre ça à la disposition du public? Merci encore. Bon, voilà, la question était Hikutken. Hikutken, comme Maître l'a si bien dit, c'est tout un petit oiseau. C'est comme le moineau en fait. C'est une espèce de moineau. Tout le monde connaît le moineau. Il est très beau. Mais celui-là, Hikutken, est plus beau que le moineau ordinaire. Voilà, permets-moi de te couper s'il te plaît. D'accord. S'il te plaît. Il s'appelle Lieno Tchege. Voilà, j'ai retrouvé son WhatsApp, Lieno Tchege. Et il a dit, nous sommes ensemble. Mes salutations les plus distinguées à Maître Nouga, à la sœur Ngo ici et à toute l'équipe. Merci. Voilà. Ça fait chaud au cœur. Exactement. Tu étais en train de... Voilà, j'avais décrit un peu le Hikutken qui, son plumage avait toutes les couleurs. Donc, c'est des couleurs arc-en-ciel. Alors, je ne sais pas s'il faut que je plonge dans l'histoire. L'histoire de Hikutken, c'est que il était, ou il est très beau. Bon, il avait peur de se salir, ou alors de perdre quelques plumages pour essayer de toucher sa beauté naturelle. Ça fait qu'il est resté un peu paresseux. Je ne dis pas que paresseux, il était resté un peu paresseux. Il attendait sur place qu'un éventuel criquet passe à côté de lui pour qu'il essaye de picorer et manger. Si ce n'est pas le cas, il devait dormir affamé parce qu'il avait peur de se salir, il avait peur de faire un moindre effort. Alors, ses frères, voyant vraiment sa beauté, ont décidé, c'est-à-dire la gente des oiseaux, a donc décidé de dire, tiens, c'est notre pot de fleurs. Bon, écoute, Ken, reste sur place, tu ne feras rien. Tu seras notre pot de fleurs, tu seras notre joyau, notre porte-étendard. Tout ce qu'on va trouver, on viendra te nourrir sur place. Et voilà, écoute, Ken était très fier parce que ses vœux ont été exaucés. Bon, ça a pris le temps que ça a pris. Vous savez, dans la société, il y a toujours des gens qui envient, des envieux. Il y a eu donc une conspiration. Certains de ses frères se sont dit, mais tiens, mais pourquoi Hikutken ne fait rien? Nous, on travaille, notre plumage se salit, on la perd tous les jours. Mais pourquoi? Parce qu'il est beau. Nous allons voir. Ils se sont donc ligués contre Hikutken pour l'empoisonner. Je vais un peu à la... parce que le temps... Oui, justement, c'est le résumé avant qu'on entre dans le vif du sujet. Bon, voilà. Ils l'ont donc empoisonné. Et c'est lui qui portait le ver empoisonné, le ver de terre empoisonné, c'était le corbeau. Et à l'époque, le corbeau était tout blanc. Alors, Hikutken, dès qu'il a reçu le ver fatidique, et il est mort. Le corbeau était à côté en attendant que dès que Hikutken rend l'âme, il commence d'abord à picorer le premier pour être aussi beau. Parce que chacun se disait, mais parce que Hikutken est beau,
que lui ne fait rien, il faudrait que dès qu'on le tue, on va picorer un peu de ses plumes, un peu de sa chair, pourquoi pas un peu de son sang. Tout de suite, on sera aussi beau et on va aussi bénéficier des avantages que Hikoutking grâce à sa beauté. Voilà, Hikoutking est là, dès qu'il reçoit ce ver, il meurt. Le corbeau est le premier à picorer une plume. Et dès que le corbeau picore la plume, il devient tout de suite noir. Alors qu'il était blanc. Alors qu'il était blanc. Alors là, il panique, il s'enroule au sol, après il crie. À force de crier, la tache blanche est restée. Mais dans certains pays, le corbeau est tout noir. Comme en Amérique, le corbeau est tout noir. Oui, donc, ensuite, la gente des oiseaux qui étaient attendant le corbeau, qu'il vienne leur donner la bonne nouvelle que Hikoutking est déjà parti. Le corbeau n'est plus venu parce qu'il avait honte. C'est chacun qui se disait, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il s'envolait, il arrivait au niveau où Hikoutking était mort. Il picorait aussi. S'il avait une belle voix, sa voix devient rauque. S'il était beau, il devient laid, ainsi de suite. Mais c'était la catastrophe. C'est chaque oiseau qui partait de son côté. Pour finir, la gente des oiseaux a fui. Mais il y avait un témoin. Parce que comme Hikoutking était là, la nouvelle était répandue partout dans le monde des oiseaux et des animaux, parce qu'à l'époque, ils étaient ensemble. Même les oiseaux venaient, même les animaux, autant pour moi, venaient aussi picorer Hikoutking, parce que c'était vraiment, c'était pour eux la chance de toucher cet être-là qui était vraiment comme chez nous, qui était comme étophis. C'était l'honneur. Mais sauf que la tortue était là, voyait toute la scène. La tortue, voyant les animaux s'amener, elle a commencé à chanter. C'est-à-dire, il disait aux animaux, les choses ont bouffé Hikoutking, ils ont laissé la moitié. Mais de cette moitié, moi, je n'en consommerai jamais. Parce que si tu viens en consommer, c'est la mort. Les animaux donc qui étaient curieux, se sont dit que mon tortue ne chante jamais pour rien. Ils ont rebroussé chemin, mais les animaux têtus sont partis et ont écopé. Voilà, et à la suite, les animaux se sont séparés avec la gente des oiseaux, disant, dès aujourd'hui, si les oiseaux commettent leur erreur, ça sera pour eux. Ça ne doit pas venir. Ça ne doit pas venir toucher les animaux. Si les animaux aussi allaient trouver un problème là-bas, ça devait les regarder. Ou alors, c'est après le départ des animaux que les oiseaux peuvent venir. Ou après le départ des oiseaux que les animaux peuvent venir, tels que les hyènes, les charros et tout et tout. En bref, en grosso modo, voilà l'histoire. Et qu'est-ce que cache Hikoutking? C'est là le débat. On reviendra justement. C'est là l'ouverture du débat. D'accord. Alors, Maître Nouga, en quoi est-ce que l'histoire de Hikoutking illustre-t-elle l'idée que tout ce qui brille, forcément, n'est pas or? Oui. Écoutez, cette histoire a beaucoup d'enseignements. Exactement. C'est vrai, tout ce qui brille n'est pas or. Parce que Hikoutking, en fait, il faut analyser son histoire par rapport à la cause de sa mort d'abord. Qu'est-ce qui a tué Hikoutking? Est-ce vraiment le poison que les oiseaux ont préparé pour venir lui donner? On peut en douter. Pourquoi? On peut en douter parce que ce poison a été porté par le corbeau. Et comment le corbeau portait ce poison? Par son bec. Il devait être le premier. Donc il devait être le premier éliminé. Il n'est pas mort de ça. Et Hikoutking a pris ce poison. Est-ce ce poison qui l'a tué? Pour dire que dans notre vision civilisationnelle africaine, comme nous l'avons dit lors des dernières émissions, nous avons la capacité
de piéger nous-mêmes, de devenir nous-mêmes un piège pour les mauvaises intentions des autres. C'est-à-dire, ce qui a tué Ikuken est finalement simplement les intentions maléfiques du complot qui a été fait contre lui. Et malheureusement pour les comploteurs, Ikuken était piégé. Comme ils ont été jaloux d'Ikuken, Ikuken s'est laissé mourir pour attendre que ces comploteurs viennent se nourrir de la carcasse. Et chacun qui se nourrit de ce carcasse, au lieu de devenir aussi beau que Ikuken, il devenait laid. Au lieu de chanter bien, il devenait moche. Ikuken avait une beauté extérieure. Mais il faut faire attention avec la beauté extérieure. Il y a aussi quelque chose d'intérieur qui peut être absolument pas beau, qui peut être mortel, qui peut être porteur d'un virus. Et ce quelque chose d'intérieur, c'est ce que nous expliquons depuis le début. C'est l'être intérieur. Et cet être intérieur doit être travaillé de sorte qu'il soit un piège contre les maléfismes, contre les mauvaises pensées que les étrangers vous projettent. Et en cela, on peut dire tout ce qui brille. C'est pas parce que Ikuken était beau. Tout ce qui brille n'est pas or. Ikuken était beau, mais il était très dangereux et très mauvais. Donc c'est... On peut donc dire, après le jet de Maître Nouga, que c'est la beauté et l'inaction justement de Ikuken qui ont fini par causer sa perte, l'inaction, parce que il était tellement beau et on le lui avait dit. Et il ne faisait plus rien parce que tout le monde apportait de la nourriture qu'il mange parce qu'il était beau. Or, pourtant, au fond, comme disait Maître Nouga, à l'intérieur, ce n'est pas ce qu'on pensait. Ah oui, je peux prendre. Oui, bien sûr. Oui, oui, il y a l'aspect que Maître a si bien souligné. Il y a aussi l'aspect de la beauté. La beauté en elle-même. Pour la génération d'aujourd'hui, moi je vais un peu percer l'abcès. Nous prenons le temps de beaucoup plus mettre la beauté physique en avant, en exergue, oubliant que il faut travailler d'abord son fort intérieur. Pourquoi? On peut être vulnérable quelque part, mais si on a travaillé son être intérieur, comme on parlait récemment, on devient très dangereux, malgré sa petitesse, malgré sa vulnérabilité, malgré tout. Parce que ce qui arrive aujourd'hui dans nos sociétés, ah, tu n'es qu'une femme. Ah, c'est une femme, la femme ne doit pas parler là où il y a les hommes. Ah, toi c'est qui? Oh, tu vois. Écoute, Ikuken nous donne cette leçon de vie pour dire, pas parce que nous sommes beaux ou belles, essayons de faire des efforts supplémentaires que de manière à ce que la beauté devienne seulement un plus pour ajouter sur ce qu'on aurait travaillé. Je prends un exemple. Si j'étais belle, par exemple, si moi, Ngossi, j'étais belle, et que je sache travailler avec la houe, et que je sache peut-être élever les enfants, peut-être que je sache faire un effort de mes mains, mes propres mains, ma beauté devait peut-être m'aider à avoir l'ouverture dans ce que je peux faire. C'est un exemple ou bien tu C'est parles de un toi? exemple. Ah, d'accord. Parce Puisque que tu es c'est très, moi. très belle. Voilà. Justement. Raison pour laquelle moi je fais les chants. Que ça ne vous étonne pas. Moi je Exactement. fais des chants d'arachide, de macabo et ça passe. Et moi je me nourris de ça. Exactement. Bon, peut-être si on me voit à la télé, on dit, ah mais la dame là, elle travaille. Ah, c'est elle comme je vois. On vient acheter ma marchandise. Voilà. Ça, c'est un exemple palpable. Si je remonte un peu, je dis, il faudrait qu'on fasse attention quand les gens nous apprécient. Quand on t'apprécie beaucoup, il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder, on m'apprécie, je suis
belle, je suis intelligente, il faut se mettre toujours en question. Si on est face aux gens qui nous apprécient, je ne sais pas, ça dépend de quel domaine d'activité. En ce moment, quand on est tellement apprécié, il faut faire attention. Il faut se fabriquer des contreforts. J'ai dit des contreforts de protection. Parce que derrière cette appréciation, derrière cette beauté, gna gna gna, tout ce qu'on dit là, oh elle est belle, elle est jolie, elle est ceci, il est beau, il est ceci, il est riche. On ne sait pas. Peut-être c'est pour essayer de savoir qui tu es, peut-être pour essayer de te déstabiliser, afin de prendre ce qui est sûr. Il y a quelque chose qu'on cherche à récupérer en toi. C'est-à-dire en soi, je ne peux pas dire en tout être. Ce qui est sûr, la beauté est d'abord relative. Si on se met à dire tu es très beau, toi-même tu restes, oui je suis très beau, tu ne vas pas durer. Ça c'est clair. Je reviens aussi sur nos croyances. Il y a des religions qui sont très belles. Que bon, moi je ne sortirai pas de tel. Parce que là-bas, il y a tellement de critères qu'on profite de cette beauté. On cache beaucoup de choses derrière la beauté. Au village, on dit la beauté des sépulcres. Donc tu vois une tombe avec des carreaux, mais essaye de soulever ces carreaux pour voir la merde qui est en bas. Donc en réalité la beauté, il ne faut pas qu'on s'accroche sur la beauté pour en faire notre objet de survie. Voilà la première leçon que je peux dire par rapport à l'histoire de Hikoutken. Pour ne pas mobiliser la parole. D'accord. Leçon pour leçon, Maître Nouga, quel parallèle peut-on faire entre Hikoutken et certaines réalités de notre société aujourd'hui? Elle a si bien dit, il y a des femmes dont la nature a doté d'une beauté indescriptible, beauté qui fait l'unanimité. Mais sauf que quand on tombe sous le charme de ce genre de beauté, parfois, au fond, nous sommes déçus parce que ce fond-là est vraiment pire que ce que nous voyons physiquement. Oui. Non, mais écoute, ça, je connais ça, je préfère même ne pas évoquer cet aspect. Mais l'aspect qui transparaît derrière la beauté, de penser que l'admiration que suscite la beauté doit être un objet, je veux dire, la cause même, je veux dire, un objet de sa survie. C'est-à-dire, nous allons exploiter notre beauté pour vivre. C'est ça qui produit la prostitution. C'est ça qui produit, parce qu'on pense qu'avec la beauté, on peut s'asseoir et ne plus faire. Mais, la dimension que j'ai soulevée au début, dans mon premier jet de parole, j'ai répété qu'il n'est pas certain que ce soit le poison des comploteurs qui a tué Hikoutken. Alors on peut se demander qu'est-ce qui a tué Hikoutken. Justement. Hikoutken a pu se laisser mourir parce qu'il avait fabriqué son corps, il avait travaillé son corps de sorte que ceux qui le jalouseraient en pâtissent. Parce que pourquoi on fait le poison contre lui? On fait le poison contre lui parce qu'il est très belle. Et comme il est très belle, ils ont accepté de l'admirer et à travers cette admiration de le nourrir. Et Hikoutken savait bien que toute cette admiration n'est pas gratuite. Il m'a mis, mais il me jalouse. Et comme il me jalouse, ils vont voir. Il s'est fait un corps et une âme ou un esprit mortel. Alors, puisque de toute façon chacun doit mourir, puisqu'ils ont pensé tant de mauvaises choses à mon égard, je vais leur donner la leçon. Ils se laissent mourir. Peut-être son moment était venu. Et quand ils se sont laissés mourir, tous. Alors, ça tire une autre leçon très scientifique importante.
Lorsque le spectateur de cette scène a vu tout ça, l'histoire dit oui, que les animaux, l'agent animal et l'agent des oiseaux se sont séparés. Vous voyez, c'est pas quelque chose de gratuit. S'il arrive une catastrophe chez les animaux, que cette catastrophe n'atteint pas les oiseaux. Et s'il arrive une catastrophe chez les oiseaux, qu'elle n'atteint pas les animaux. En réalité, c'est quoi, du point de vue scientifique? Vous savez, quand un animal est malade, la maladie ne doit pas être transmise aux animaux. C'est exactement la leçon ancestrale négro-africaine qui transparaît de cette... Désormais, les maladies des oiseaux, les catastrophes des oiseaux ne vont pas avoir d'impact sur les animaux. Vous comprenez? Et ça, c'est une connaissance scientifique qui peut s'implémenter au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, au niveau même de la protection de la nature. Tu vois? Et ça, aujourd'hui, très peu l'expliquent de manière scientifique. Les livres de sciences et de biologie ne vous l'expliqueront pas clairement, même s'ils constatent que la réalité est telle que les catastrophes chez les oiseaux n'arrivent pas chez les animaux. Et comme d'ailleurs, il y a une pareille séparation entre les animaux et les humains. Vous voyez? Et la vie que nous menons aujourd'hui tend à casser ce pacte ancien, scientifique et spirituel qui a protégé la nature tout entière, qui a protégé tout l'univers. Donc il y a également, je voulais relever cette dimension qui est absolument scientifique, elle est absolument, j'ai envie de dire, protectrice de l'ordre naturel de l'univers. Mais la question, votre question reste, il ne faut pas utiliser sa beauté ou bien exploiter la beauté de manière inappropriée. Il faut faire très attention. La beauté est un fait de la nature, le reste est autre chose. D'accord. Bon, ici, sur le plan de la manipulation et illusion sociale, justement, pourquoi les autres oiseaux ont-ils décidé de nourrir Ekouken au lieu de le laisser chasser? Est-ce simplement pour sa beauté ou il y avait autre chose derrière? Comme le maître Dougal l'a dit tantôt tout à l'heure, il faut se questionner si c'est vraiment le poison qui l'a tué. On se questionne également ici si c'est seulement sa beauté qui a poussé justement les autres oiseaux à nourrir. Oui, moi je vois ici l'erreur ou la faute revenait à Ekouken. Pourquoi? Parce que c'est Ekouken qui a attiré l'attention de ses congénères vers lui. Pourquoi? Parce qu'au début, n'oublions pas qu'au début, il ne voulait rien faire. Il était perché là du matin jusqu'au soir, attendant un éventuel, une mouche, une sauterelle pour qu'il se nourrisse. Auquel cas, il restait là parce qu'il était très beau. Et ça a donc attiré l'attention des autres pour dire, mais celui-là, lui, il est toujours là, il ne fait rien, il mange comment? Et on l'a approché. Pourquoi? Je reviens sur votre question. N'attirons pas vers nous l'attention des tierces. Restons un peu noyés dans la société. Même si tu es très beau ou très belle. Oui, il faut, même si on te dit, mais tu es beau, tu dis merci, tu passes, tu fais ce que tu... Mais il ne faut pas que tu restes. Cette beauté, je dis, c'est pas toujours physique. Hein. Il y a aussi, je voulais souligner la beauté spirituelle. Je vais arriver là tout de suite. Alors, si Ekouken était beau ou belle, il restait ensemble avec ses frères, chassait, faisait tout, ça ne devait pas créer problème. Mais le problème, c'est qu'il a voulu ou elle a voulu faire de sa beauté un être à part. À part. Donc, je ne me mêle pas aux autres. Je suis ceci, je ne me mêle pas aux autres. Il a attiré l'attention sur lui. Alors, si aujourd'hui, on ramène ça à notre vie d'aujourd'hui,
il y en a plein qui vivent comme Hikoutkeng. Parce que quand toi, tu as choisi un secteur de vie, surtout sur le plan physique, tu dis que c'est là ma source de revenus. Les gens qui viennent vers toi ne seront toujours pas là pour te caresser, pour t'admirer, pour rire, pour... Non, ils viennent, mais dans leur poche, il y a du poison. Même sur le plan spirituel. Raison pour laquelle les spirituels sont des gens qui sont un peu loin de nous autres. Pourquoi? Parce que ils savent que ce qu'ils ont en lui ou là, ce qu'ils ont reçu, s'ils se mélangent trop aux autres, ils seront peut-être abattus. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas vulnérables. Alors, ils font comment? Ils ont un pouvoir. Ce pouvoir, ils l'utilisent pas pour faire du mal. Comme vous avez souligné, tu as souligné tout à l'heure, Hikoutkeng était au préalable empoisonné. Là, on va venir après. Comment est-ce que Hikoutkeng a piégé la jante animale et la jante des oiseaux? Alors, si on était au niveau de la vie spirituelle, Hikoutkeng avait une vie spirituelle au préalable préparée. Il a aussi été méchant. Pourquoi? Il voulait la séparation entre les animaux et les oiseaux. Alors, il s'est exposé et il leur a donné l'occasion de le faire. Et les autres qui ne comprenaient pas trop Hikoutkeng, ils sont tombés dans ce piège. Hikoutkeng pouvait bien refuser ou alors pouvait bien changer d'habitat. S'il était perché sur la même branche, pratiquement pendant 1 an, il était là. Parce qu'il se disait qu'il est en mission. Mais moi je dis, je ne le critique pas trop, mais il a été tellement flagrant. Et les autres sont tombés dans son piège. C'est après qu'ils ont compris que où il était en mission. Ce n'était pas sa beauté vraiment qu'il exposait. Il exposait quelque chose. Parce que Hikoutkeng, en naissant, il a travaillé son intérieur. Il savait bien que, bon, aussi, comme je suis très beau ou très belle, ils finiront par m'avoir. Et si c'est le cas, mon nom ou alors ma génération sera perdue, qu'il a rendu son corps tel que je l'ai expliqué. C'est-à-dire, on part dans le plan spirituel et on remonte un peu dans le plan physique. Je pense que, je ne sais pas si je me fais comprendre. Exactement. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que nous aujourd'hui, si on s'inspire par rapport à l'histoire de Hikoutkeng, je pense qu'il y a beaucoup de leçons à retenir. D'un, ne pas se fier à sa beauté. De deux, l'apparence. L'apparence est toujours trompeuse. On ne dit pas tout le temps, c'est toujours trompeuse. Moi, je le dis. Mais oui. Même la beauté spirituelle, si quelqu'un dit que c'est ici qu'il y a Dieu, il y a problème. Parce que là où il y a Dieu, on ne fait pas la promotion. Il n'y a pas la promotion que Dieu est ici. Moi, je dis toujours aux gens que si le gros livre qui est venu de l'autre côté là, s'il y avait Dieu dedans, c'est que nous, on ne connaît même pas que l'existence de ce livre. Alors là, on dit Dieu est ici, Dieu est ici. Attention à la promotion de Dieu, à la promotion de la beauté, à la promotion de la belle nourriture. Il faudrait que chacun essaye d'expérimenter et de découvrir par lui-même si beauté il y a, si il y a. Mais ne suivons pas, ne soyons pas comme les moutons de la panurge. Maître Nouga, est-ce que l'excès d'admiration peut se transformer parfois en jalousie et en rejet? C'est-à-dire, tu admires tellement une femme que pour finir, tu en deviens jaloux et un sentiment de rejet. Oui, je ne sais pas si c'est l'admiration. Je ne sais pas si c'est parce que dans le cas de Hikoutkeng, oui, tous les autres oiseaux d'abord. Il regardait sa beauté. Est-ce qu'il l'admirait vraiment? C'est pour ça que j'ai commencé par poser la question. Je ne sais pas si c'était de l'admiration. Parce que quand on admire quelqu'un ou quelque chose, on l'entretient sincèrement. On ne complote pas après.
contre quelque chose qu'on admire. Et si on n'arrive pas à se rapprocher, si on n'arrive pas à avoir les faveurs, par exemple, de cette personne qui est justement, très belle. Quand on regarde, par exemple, quelqu'un qui est très beau, on le regarde, il ne bouge pas, il est sur place. Et après, on propose de le nourrir. En fait, ce que Gossi disait, c'est pas parce qu'il était très beau. C'est parce qu'il le jalousait. Il voulait être à sa place. Les gens acceptent qu'on parle de Hikoutken parce qu'il est perché là et très beau. Les gens acceptent qu'on nourrisse Hikoutken parce qu'il est très beau. Oh, si j'étais aussi beau, je bénéficierais aussi des mêmes faveurs. C'est un peu ça l'attitude. C'est l'attitude du jaloux. Et il faut insister sur cela parce que nous avons aujourd'hui une société de jaloux. L'Ipouti, on l'appelle Ipouti. Vraiment, moi aussi, je veux qu'on m'appelle Ipouti. C'est pas l'admiration, c'est la jalousie. Parce qu'il faut se contenter de ce qu'on est et apprécier l'être qui est en face. Et là, c'est l'admiration. Comme moi, je suis ce que je suis et j'apprécie beaucoup votre travail, votre qualité de travail, votre manière de faire. Là, c'est de l'admiration. Et je participe à chaque moment où je trouve l'occasion de participer à l'élévation, à l'amélioration, au soutien de votre travail. C'est ça l'admiration. Mais lorsque je dis, Ipouti, oh, si j'étais à sa place, c'est la jalousie. Et nous avons une société de jalousie. Et la leçon que Hikoutken nous donne aujourd'hui, c'est que, d'abord, on peut distinguer ce que c'est que jalouser et ce que c'est que admirer. C'est deux choses complètement différentes qui ne se confondent pas. Donc, l'admiration ne devient pas jalousie. Et comme la jalousie ne va pas devenir admiration. Pour faire le parallèle donc avec nous, les êtres humains, nous savons dans la plupart des temps, et tu le sais bien, maître, que quand une femme est très belle, on le lui a fait savoir. Elle-même, elle sait qu'elle est belle. Généralement, elles sont insolentes et elles sont imbues. Est-ce que le fait de l'admirer et de vouloir l'en approcher, sa réticence, qui est ce que j'appelle l'insolence, et imbue parce qu'elle sait que non, je suis belle, je suis propre, ce n'est pas un Ipouti comme ça là qui peut m'approcher. Est-ce que ça ne peut pas se transformer également en jalousie? Moi, je pense ou pas. En rejet? Moi, je pense pas. Je pense pas. Quand vous voyez, moi, je pense qu'en Afrique, l'attitude de l'Africain, du Kemet, lorsque vous voyez une personne très belle et qui est arrogante, vous l'approchez pour lui dire, écoutez, vous avez une arrogance qui pourrait nuire à votre personne. Est-ce que c'est si facile? Mais c'est ça. Quand elle vous rejette, c'est sans doute parce que vous n'avez aucune approche. C'est-à-dire vous êtes en fait dans une admiration négative. Mais l'admiration doit être positive. C'est ce que moi j'essaie de découvrir dans cette histoire. Parce qu'il y a notre société actuelle dominée par le dominationnisme judéo-romano-chrétien et tout ça, est une société de jalousie. C'est une société où chacun cherche à se positionner à une posture d'admiration, entre guillemets. Parce qu'en fait, ces postures ne sont pas des postures d'admiration. Chacun veut avoir une posture de domination, où il domine, où il est seigneur, ou demi-seigneur. Et lorsque vous êtes dans cette posture, en fait, du point de vue de l'ordre social, qu'est-ce que vous produisez? Vous ne produisez pas des personnes qui vous admirent, mais vous produisez des personnes qui vous jalousent, qui veulent être à votre place, qui auront donc envie de tout faire pour vous enlever à cette place. Maître, sur le plan de l'affection, ne dit-on pas souvent que l'amour commence par la jalousie? Peut-être pas une jalousie maladive, mais... Ce sont des termes, effectivement, qui sont souvent répétés. L'amour commence par la haine ou par la jalousie, etc. On dit souvent ça. Effectivement, on peut partir d'une
admiration ou d'une jalousie, parce que la jalousie, c'est quoi? C'est l'envie d'être à la place d'un autre. Exactement. Or, dans la civilisation négro-africaine, cette envie est permanemment combattue. La civilisation négro-africaine dit que l'univers est tel les doigts de la main. Est-ce que vous voyez un doigt de la main penser se mettre à la place d'un autre? Jamais. Donc, nous sommes pareils. Chacun a une place. Chacun a un rôle à sa place. Or, la société transformée que nous avons aujourd'hui, c'est une société où l'annulaire dit « Oh, si j'avais été à la place de l'auriculaire. » C'est ça qui transforme la société. Et c'est ce que Hikoutken, en fait, enseigne, à contrario. Il est beau, il est là, il dort affamé parce qu'il n'a pas envie de se salir. Et les autres commencent à l'admirer. Vous pensez que c'est de l'admiration? Mais qui aimerait dormir affamé? Parmi ceux, personne. Pourtant, Hikoutken lui dort affamé pour ne pas se salir. C'est pour vous dire que ce n'était pas de l'admiration. C'était une attitude pour enseigner à sa société que, attention, si vous me jalousiez comme je vous vois là, vous allez en pâtir. Et effectivement, il les a laissés venir. Ils sont allés jusqu'à organiser son empoisonnement. Hein? Et il est mort. Et quand il est mort, un corbeau qui portait un truc est devenu noir. Je ne peux pas vous dire tous les oiseaux qui ont été victimes de... Pour leur dire que la jalousie ne produit que du boomerang. Ne pensez pas que vous ne pourrez jamais être à la place d'un autre. Jamais dans la vision africaine, dans la leçon que nous enseigne Hikoutken, nous ne pouvons jamais être à la place. Je ne pourrai jamais être à la place de Hipouti. Vous êtes à votre place et vous ne serez jamais à la mienne. Je suis à la mienne. On ne sera jamais à celle de Ngossi. Elle est à la sienne. Un homme ne sera jamais une femme. Soulignez ça. Un homme ne sera jamais une femme. Même si un homme ne sera jamais une femme. Une fois de plus, pour faire le parallèle, il y a des femmes qui sont très belles qui n'entendent pas ça de cette oreille. C'est-à-dire, elles décident de ne rien faire. Oui. Il y a telle qui paye sa chambre. Oui. Il y a l'autre qui la rationne. Il y a telle autre, n'est-ce pas, qui apporte vêtements et autres. Elle sait que je suis belle et de toutes les façons, je ne travaille pas comme Hikoutken. Mais et qu'ils vont se battre. Mais comment est-ce qu'elles finissent, ces dames-là? Voilà. C'est justement par là qu'on terminera l'émission. Moi, je voulais... enfin, je ne sais pas si on m'a donné la parole. Oui, Moi, je vois aussi la paresse que nous avons aujourd'hui. Heureusement, vous avez pris l'illustration. La paresse que les uns et les autres ont aujourd'hui de ne pas se salir les mains. Ça augmente le taux de jalousie. Parce que quand, admettons qu'on soit belle ou beau et qu'on ne fasse rien de cette beauté, ça devient, on attire des ondes négatives. C'est à travers des personnes malsaines. Parce qu'on ne sait pas ce que les personnes qui vous paient les chambres, tout ça, ils sont dans quel secteur, entre guillemets. Peut-être que vous êtes là, on vous nourrit comme on avait nourri Hikoutken. À la suite, peut-être après 1 an, 2 ans, l'argent qu'on aurait mis à votre location ou à votre nourriture et tout, vous allez payer doublement par votre vie, par des maladies qu'on ne peut pas expliquer. Et après, tous ces gens que vous admirez vont vous abandonner à votre propre sort et vous empoisonner. Mais c'est ça l'empoisonnement, parce qu'ils vont finir de soutirer les énergies que vous avez en vous, qui vous rendent belle. Quand ils vont finir de soutirer, vous allez rester des loques et vous prenez le téléphone, vous appelez tel, parfois le numéro ne passe plus. Parce que les autres ont fini de soutirer ce qui vous rendait comme ça. À vous de voir si vous pouvez encore avoir de l'énergie pour travailler de vos propres mains, de vos propres énergies, pour se nourrir, pour vivre. On ne dit pas qu'il ne faut pas entretenir des femmes, si je reviens au niveau des femmes. Oui,
Mais il faut faire quelque chose au cas où on ne compte pas sur les hommes. Parce que ces hommes-là, actuellement, les hommes sont sur le plateau, mais excusez-moi, là, je m'adresse directement aux femmes. Et même aux hommes qui se prennent pour des femmes. On se comprend. Suivez mon regard. Oui, oui, mon regard est un peu tordu. Si vous prenez votre temps à attendre que ceux que vous entretiennent vont vous faire vivre, vous allez mourir empoisonné tel que Hikout King, il est bien vrai, lui, il a fait ça exprès. Non, mais c'est des chemins pour dire à la jeunesse d'aujourd'hui, ou à, pas seulement la jeunesse, à tout le monde de cette génération, que attention, seul le travail peut te nourrir, seul le travail peut faire que tu vives longtemps sur terre. Sinon, ta vie sera raccourcie parce que la vie facile, cette vie facile que Hikout King nous enseigne, nous amène nulle part. Cette vie de paresse, la vie de défi, vous voulez rouler dans des grosses voitures, vous ne faites rien, vous ne travaillez rien. La personne qui vous offre les voitures, vous savez le prix que vous allez payer? Je dirais non. À vous les femmes hommes et à vous les femmes. Il faut faire attention. C'est pourquoi justement, dans notre société, on a vu des femmes, comme je l'ai dit tantôt, qui ont eu une beauté extraordinaire. Mais quelques années plus tard, elles sont devenues méconnaissables, fanées, tellement fanées, on se pose la question de savoir, mais est-ce que ce n'est pas cette fille-ci qui allait et venait avec des gens aux grosses voitures, mais elle est devenue l'ombre d'elle-même en quelques années. Pourtant, il y a même des mamans, leurs grandes sœurs, leurs mamans même en âge, mais qui ont gardé justement leur physique assez... Il faut dire que la beauté de Hikout King n'est pas seulement beauté. C'est aussi la gloire des postes sociaux, des positions sociales. Et ça ne concerne pas que les femmes. C'est une question sociale globale. Et quand vous connaissez aussi des gens qui étaient, je ne sais pas moi, prenons l'exemple des membres du gouvernement, qui vous en ont fait voir de toutes les couleurs et qui, quelques années après, sont des looks sociales qu'on ne sait même pas ce qu'elles... S'ils ont été quelque chose, quelqu'un qui était un haut fonctionnaire et quelqu'un qui avait un poste d'argent. Il va à la retraite, n'a même pas un piquet. Il va à la retraite, n'a rien du tout. On connaît tout ça. Donc la beauté de Hikout King ne concerne pas que la beauté en tant que valeur, mais concerne également toutes les positions que j'ai envie de dire d'admiration. Les positions où vous êtes l'objet d'admiration, où vous êtes l'objet du regard, comme elle a dit tout à l'heure. Il vaut mieux être un être au milieu d'autres êtres, un être de partage, un être qui complète les autres pour que vos faiblesses soient également complétées par les autres. Exactement. J'ai beaucoup de peine pour le corbeau. Ici, j'ai beaucoup de peine pour le corbeau. Le pauvre. Quel enseignement tiré de la tentative justement du corbeau de s'approprier la beauté de Hikout King? Le pauvre, on l'a piégé. Mais il est tombé. Tous voulaient, c'est-à-dire, puisque tout le monde avait un peu peur, mais c'est le corbeau qui a dit, moi, je vais aller faire le travail. Parce que chacun avait peur de mourir dans ce verre empoisonné là. Lui, en partant, se dit, oui, moi je vais partir. Parce qu'il fallait qu'il soit le premier beau. C'est ce qu'on appelle souvent le faux courage. Le premier beau. Non, le premier beau. Donc lui, il va prendre la partie la plus belle de Hikout King avant que ses frères ne viennent aussi s'abreuver. Donc c'est là où il est arrivé, il a trouvé que non, ça c'était le contraire. Il a fui. Il n'est plus jamais reparti voir ses frères pour dire, allez-y, moi j'ai déjà fait, j'ai déjà accompli, et moi j'ai déjà regardé comment je suis, vous voyez. Donc il a été piégé. Mais tous ont été quand même piégés, parce que quand tu venais, tu trouvais Hikout King, peut-être à ce niveau du crâne, les plus manques. Tu dis, ah, quelqu'un a pris ici, peut-être qu'il est déjà beau. Toi aussi, tu prends au niveau de l'aile. Tu reçois ta part de récompense, ainsi de suite. Donc, c'était pas, tous étaient, parce que tous étaient envieux, comme Maître disait, tous étaient envieux, chacun qui voulait être comme Hikout King. Tous. Il n'y avait pas un seul oiseau
qui ne voulait pas être beau. Parce qu'au fur et à mesure le temps passait, Hikoukeng était plus beau. Parce qu'il ne faisait rien. Et il le faisait exprès aussi. Parce que d'autres oiseaux l'approchaient et causaient avec lui. Mais comment tu fais? Et attendez, je vais vous dire. Vous allez dire quand ils ont attendu longtemps, ils ont fini par le tuer. Et même aller tomber. Et Corbeau, le reflet de notre je société. voudrais ajouter, Corbeau, c'est en fait l'exemple de Locke dont on a parlé. Des personnes qui étaient très brillantes, très admirées, très belles même, mais qui à la fin sont complètement fanées. Hein, le pauvre. C'est pour dire en fait l'envie, la jalousie en Afrique aujourd'hui, avec les positions sociales de domination, avec les positions à l'utilisation des produits pour s'embellir, les positions de paresse, on ne travaille pas. On vous envie. Attention, ça produit des corbeaux noirs. Et le reflet de notre société, justement, comme le corbeau, au-delà des gens brillants, il y a ceux également qui manquent d'intelligence, ça c'est sans prétention, et qui tombent très rapidement dans ce genre de piège, et qui par ricochet en entraînent d'autres. Parce que le corbeau pouvait dire, ah, attention, moi je suis tombé dans ce piège. Je rentre. Cette beauté-là, c'est une beauté qui ne reflète pas ce que nous voyons à l'œil nu, mais il y a un poison au fond. Il y a également des gens dans notre société, justement, qui manquent cette intelligence et très vite qui tombent dans les pièges et qui en entraînent les autres. Oui. Et parfois, quand ils tombent dans ces pièges-là, ne retiennent pas les leçons. Hein. Une fois après, ils retombent encore dans ces mêmes pièges-là. Vous savez, puisque nous parlons de la civilisation originelle d'Afrique noire, la civilisation originelle noire, et que nous en sommes sortis, il faut dire que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une société de ce genre de personnes. C'est-à-dire qui veulent être comme s'ils n'étaient pas. Parce que nous sommes. Mais on continue à se comporter comme si on n'était pas. Vous pensez que les leaders religieux, par exemple, les leaders des États, par exemple, ils savent bien que là où ils mènent nos peuples, c'est le mauvais chemin. Mais ils ne disent pas ça au peuple. Les leaders religieux savent bien que, écoute, cette histoire de paradis, par exemple, ça n'existe pas, mais ils utilisent ça pour tromper les gens et amasser et être dans les positions de domination. C'est un peu ça. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr que c'est un manque d'intelligence, peut-être aussi, mais c'est surtout un manque de connaissance, peut-être, parce qu'ils ne voient pas dans la société africaine des modalités de vie, des modalités d'organisation sociale qui peuvent en réalité mieux entretenir la société qu'ils dirigent, la société qu'ils gèrent. C'est effectivement ce genre de personnes. Ce sont des personnes vendues en fait. Ils sont contre leur propre peuple. Parce que qu'est-ce qui coûtait à Corbeau, après avoir expérimenté le drame, de rentrer dire à ses frères, écoutez mes frères, ce que j'ai vu là-bas c'est mauvais. Mais non, il s'est caché. Et il dit, oh j'étais blanc, maintenant je suis noir, il vaut mieux me cacher. C'est exactement ces personnes qui elles sont dans les avions, descendent, reviennent, et après dès qu'elles se sont fanées parce qu'elles ont été complètement vampirisées par un système inhumain, elles se replient dans leur coin. Elles ne disent même pas à leurs propres enfants que attention, ne vous droguez plus, attention, ne faites plus ce que moi j'ai fait. C'est ça la leçon. Parce qu'en fait, vous savez, nos émissions, on a dit c'est retour aux sources. C'est-à-dire que nous sommes capables de puiser dans les connaissances de nos contes, de nos ancêtres, pour réorganiser une société humaine plus juste, plus belle. En dérive. Et sortir de la dérive. Donc il y a un danger de se laisser enfermer dans l'image que les autres forcément projettent de nous. Voilà. Il faut avoir. C'est la question de la souveraineté en fait. C'est la question de la souveraineté. Il y a des gens qui ne sont pas souverains, qui restent enfermés dans la projection que d'autres se font d'eux. Mais
c'est ce que Hikoutken nous dit et c'est ce que la civilisation africaine nous enseigne à sortir de cet enfermement. C'est pas les autres qui doivent nous dire qui nous sommes. Nous ne devons pas vivre d'imitation. C'est pas parce que vous avez vu Hikoutken, Bobel, vous aussi vous voulez devenir Bobel comme lui. Ce n'est pas l'esprit de la civilisation africaine. D'accord. Leçon à la fois pour le présent et l'avenir. Tu as déjà pratiquement répondu à cette question, mais je souhaite que tu entres davantage en profondeur, n'est-ce pas, pour aider tous ceux et celles qui nous écoutent. Quel conseil tirer de cette fable, justement, pour éviter les pièges du paraître? Oui, je peux toujours me répéter. Ne nous fions pas à notre beauté physique. De deux, la beauté physique d'en face a toujours été un piège. Dans la plupart des cas, ça a toujours été un piège, c'est-à-dire quelque chose de plus beau, de plus facile à avoir. Il faut faire attention. En dessous, il y a quelque chose qui pourra nous surprendre d'une manière négative. Bon, je dis aussi quelque chose qu'on considère toujours de petit. Je dis, ah, c'est des petits gens, comme on dit. Ah, tu n'es qu'un petit, tu es ceci. Il faut faire attention à celui qu'on minimise dans la société. Dans la société, on a toujours considéré les grands, et ainsi de suite. Mais oubliant que le tout petit, tel que Hikoutken, peut créer une catastrophe, telle qu'il a créé la catastrophe dans la jungle de la forêt, des enfants de la forêt. Des oiseaux et des animaux. Oui. Il l'a séparé carrément. Donc, la leçon, c'est que ne minimisons jamais un être vivant. Et surtout un être humain. Parce qu'il n'a pas de l'argent. C'est-à-dire, ne classons pas des êtres par rapport à leurs avoirs. Il faut voir, quand on dit souvent qu'au village, on nous disait que les filles les plus laides, ce sont les filles qui ont les meilleurs maris, les maris beaux. Oh, mais tu vois, la laide fille là, tu vois son mari. Elle a même fait comment pour avoir un bel homme comme ça? C'est pour dire que derrière la laideur, c'est où se trouve la vraie beauté de la nature dans le contexte négro-africain. Regardez aujourd'hui les femmes qui ont gardé leur teint noir. Parce que l'africaine, c'est une femme noire. C'est les femmes qui passent partout. Dans les défilés de mode, dans les ceci, une femme bien noire représente le continent. Ouais, ça c'est clair. Quand on voit, on sent que ça c'est une africaine. Les autres, comme nous, comme ça, on est aussi tombé là aussi. Bon, on est africain, mais un peu lessivé. Il faudrait s'expliquer pour qu'on sente que ça, c'est une africaine. Mais physiquement, quand on voit une fille noire, on sent que ça, c'est l'Afrique. Tu ne vas pas aussi empêcher les gens qui sont naturellement beaux et belles de se sentir bien dans leur peau. Oui, même pas. Mais il ne faut pas exagérer aussi. Il ne faut pas exagérer. Parfois, on exagère, on devient délavé, entre guillemets. On ne sait plus qui nous sommes. Parce que même la nature ne nous reconnaît plus. Même nos ancêtres ne peuvent plus nous reconnaître. Parce qu'en naissant, on a notre odeur, on a notre couleur de peau, on a tout qui peut refléter, pas qui peut, qui reflète notre image dès qu'on passe partout dans le monde. Mais quand on devient... on se base sur la beauté physique. Ce n'est pas seulement les femmes qui se décapent aujourd'hui. Les hommes sont pleins. Alors on n'est plus soi-même. Et là-bas, à ceux qu'on veut ressembler, on nous rejette. Ici, on nous rejette. On devient quoi? Les loques humaines. Voilà, donc Hikoutken nous enseigne beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce chapitre de Hikoutken à chacun de regarder, de se voir et de se comparer ce qui est sûr dans chaque coin. Chacun peut se sentir concerné. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je travaille avec la houe. Si la musique ne me nourrit pas, je ne vais pas rester là pour dire « Ah, on m'a bien créé, je peux trouver un gros monsieur qui va me mettre en haut, comme on dit. » Non, je prends ma houe, je travaille. Parce que je sais que j'ai ces mains-là, c'est pour travailler. Ce cerveau, c'est pour sortir les idées qui y sont. Et si ça ne donne pas les moyens, il faut faire attention. 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 Il faut faire
Ah, comme on dit chez nous, si la poule manque d'une patte, tu vois, elle peut trouver les vers avec l'autre patte, accompagnée de son bec. Ça, c'est des métaphores africaines. Si la beauté est relative, la laideur également est relative. Oui, ce n'est pas qu'on fait la promotion de la laideur, et même si c'est le cas, la laideur, selon la conception qu'on lui donne, n'est forcément pas quelque chose de négatif. Non. Puisqu'elle a dit tout à l'heure que derrière cette laideur-là, vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut se cacher de positif. Non, mais est-ce qu'il y a vraiment une laideur? Bonne question. Donc, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a vraiment une beauté? Voilà un oiseau. Il y a des apparences. Il y a des apparences qui divergent. Toutes ne sont pas identiques. Il y a des apparences fleuries, multicolorées, des apparences ternes, etc. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes terne que vous êtes laid? Et que dire donc de cette beauté de Hikoutken qui crée une catastrophe? Voilà. C'est parce qu'elle a en fait une laideur intérieure. Alors que, comme elle a dit, il y a des filles prétendument laides, mais qui ont les meilleurs mariages. Pourquoi? Parce qu'elles ont certainement une beauté que les autres ne voient pas. Ceux qui les ont approchés ont été courageux. Ont été courageux et ont découvert la grande beauté. C'est qu'elle cachait. La Et grande se sont beauté. accrochés. Voilà, ils se sont accrochés. Donc je pense que... moi, je m'intéresse beaucoup à notre émission qui est Retour aux sources pour dire à nos téléspectateurs qu'il faut revenir à la connaissance africaine. Elle existe. Elle n'a pas les mêmes valeurs que la connaissance qui nous domine aujourd'hui, mais elle porte certainement une meilleure société, une meilleure explication du monde, une meilleure vision du monde, et qui peut nous permettre de mieux nous organiser pour mieux apprécier le beau, le laid. Et vous voyez, quand vous regardez les œuvres d'art de l'Afrique, les masques africains, Le groupe. vous les montrez à un enfant, il détale, il fuit parce que c'est pas beau à voir. C'est lugubre. Mais regardez comment ça s'achète. Exactement. À combien de millions? À des prix d'or. À des prix d'or, ça s'achète. Est-ce que c'est parce que c'est beau? Pas du tout. Mais peut-être oui aussi. Puisque c'est très, on dit c'est des belles œuvres d'art. Donc je veux dire qu'il y a une vision du monde de l'Afrique traditionnelle que nous sommes en train de perdre et que Bonbam Bok et Kemet TV vous appellent à retrouver et elle permettra effectivement de savoir qu'est-ce qui est vraiment laid, qu'est-ce qui est vraiment beau. Maître Nouga, justement, sera sur le panel de la conférence inaugurale relative à Kemet Reconnexion qui débute très bientôt, justement d'ici le 16 mai. On sera ensemble dans le cadre de la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Et Maître Nouga, l'ancien, sera sur le panel de la conférence inaugurale, justement. Je serai très honoré. Voilà. Je reste avec toi. Tu as parlé d'apparence tout à l'heure. Dans un monde dominé justement par l'image et cette apparence-là, comment retrouver la profondeur de l'authenticité? Je m'explique. Lorsque nous sommes à la maison, par exemple, et que nous regardons un film, lorsque nous voyons une actrice pousser des hommes, tout de suite on dit waouh, instinctivement elle est belle. Maintenant pour les femmes, lorsque c'est un homme, waouh, il est très beau. Et j'ai comme l'impression même que ces réalisateurs font exprès. Quand vous voyez par exemple la chaîne Novelas que j'aime pas beaucoup, lorsqu'il y a un acteur homme, quand vous voyez le profil de cet acteur là, vraiment il n'a pas de défauts. Il est beau, il est mignon. Parfois même des femmes ici chez nous en Afrique tombent amoureuses d'un acteur de cinéma. Alors comment retrouver donc cette authenticité au-delà de l'image et de cette apparence là? Vous savez, il faut d'abord savoir ce que c'est que l'image. Parce que l'image n'est pas l'apparence. La civilisation
judéo-chrétienne de domination utilise les apparences pour parler d'image. L'image dans la civilisation africaine, c'est ti, c'est-à-dire le tracé, ce qui est tracé. C'est ça qui fait l'image. Et cette image, c'est un message de la lumière. C'est-à-dire que lorsque vous êtes opposé à la lumière, il se fait une ombre. Cette ombre qu'on voit là, c'est une image. C'est votre réalité en l'absence de la lumière. Donc l'image, c'est une profondeur. C'est quelque chose de particulièrement profond, qui ne peut pas être cette sorte d'apparence qu'on vend aujourd'hui. L'image est plus qu'une simple apparence. Donc, il faut savoir que notre vision que nous adoptons aujourd'hui, j'espère que on n'est pas en train de griller notre temps. Non, justement, c'est vrai qu'il nous reste 1 minute, voilà. Mais nous allons finir. L'image qu'on vend aujourd'hui, c'est une image formatée pour manipuler les esprits et les conformer. Conformer à un ordre, qui est un ordre, évidemment, moi je l'appelle un ordre inversé. Donc, on veut que l'admiration que les mâles ont de la féminité devienne une égale admiration des mâles à l'égard des mâles. C'est-à-dire les hommes admirent les hommes, les femmes admirent les femmes. Et on crée donc dans l'esprit des gens ces images qui en réalité ne sont que des apparences, des apparences trompeuses en général. C'est-à-dire un idéal qui est adossé sur un modèle anthropologique de celui justement qu'il vous projette cette image-là. Je vous donne un modèle. Dans cette télévision que vous... On veut que le mâle ressemble davantage à la femelle. Mais on va plus loin. On fabrique des produits qu'on injecte à des humains mâles pour qu'ils se poussent des seins. Et on fait même des chirurgies pour changer les sexes. Et aujourd'hui, c'est l'objet de la promotion de la plupart des sociétés européennes. Ça, c'est pas l'image. C'est des apparences. Et qui n'ont aucun impact de profondeur. Ces êtres humains sont des superficialités. Ils perdent la profondeur. Dans tous les sens. Oui, parce qu'ils aiment bien se dire un homosexuel est président de la République ou bien tel machin est ministre. C'est des apparences. Parce qu'il n'y a rien de fondamental dans ces postures. Donc je veux dire que nous avons un travail fondamental à faire, redonner l'humanité à l'humanité. C'est-à-dire les êtres humains doivent redevenir des humains. C'est pour ça que dans notre vision, dans les contes d'Afrique, dans le récit africain, la beauté, comme celle de Hikud King, produit des catastrophes pour enseigner à l'humain de ne pas s'en tenir simplement à la beauté. Il faut aller au-delà, parce qu'une beauté apparente peut être en réalité un poison non apparent et qui peut déstabiliser, qui peut détruire, qui peut désorganiser, etc. Donc merci beaucoup pour cette question, mais je pense que ce sujet est encore plus important. Parce qu'il faut l'aborder pour que l'Afrique comprenne que nous avons des images à promouvoir et à protéger et pas des apparences à suivre, tout simplement. Voilà. Go, ici, pour sortir, quel rôle la sagesse ancestrale africaine peut-elle jouer justement pour nous éclairer sur ces illusions modernes? Non, moi je pense que j'ai déjà souligné
Ce que je peux dire, c'est que l'Africain devrait être un être introverti. C'est ce que Hikoutken nous enseigne. Même si on est belle ou on est beau, ne nous accrochons pas sur cette beauté. Ramenons cette beauté à l'intérieur. C'est-à-dire, on a déjà expliqué ça ici, soyons des êtres travaillés. Ne soyons pas des êtres superflus. Superficiels même. Oui. Donc, soyons des êtres, soyons comme les Africains d'antan. Ce n'étaient pas des gens qui s'exposaient, qui faisaient des scènes de démonstration. C'est ça qui nous renvoie aujourd'hui à cet art qu'on est en train de citer de part et d'autre. Redevenons africains, un point, et c'est tout. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, il est difficile de s'y conscrire le chapitre de ce magnifique ouvrage qui est Au son des pas du chat. Nous faisons un résumé et également, autant que faire se peut, nous apportons un certain développement. Mais pour être tout à fait complet, il faut vous procurer justement ce magnifique ouvrage Au son des pas du chat de l'auteur Ngo ici, avec la forte participation justement du maître Nouga et la grande collaboration du centre culturel Mbok Babok. Bikim Bisingue, Au son des pas du chat. Avec pour sous-titre Regard sur l'ordre ancestral naturel de l'univers, élément de réappropriation de la civilisation ancestrale négro-africaine. Voilà. Donc, il est difficile en une heure seulement de développer tout un chapitre de ce magnifique ouvrage. Alors, procurez-vous de cet ouvrage pour être tout à fait complet. Merci maître d'être venu. Merci aussi, merci à nos téléspectateurs, merci à la princesse Ngoïsi. Otep à vous tous, triple Otep, et à bientôt, à la semaine prochaine. Ngoïsi, princesse Ngoïsi, autant pour moi, merci d'être venu. Merci, le plaisir est partagé. En définitive, Hikoutken nous rappelle que la beauté sans action est un piège et que tout ce qui brille n'est forcément pas or. À trop s'accrocher aux apparences, on risque de devenir prisonnier de l'illusion jusqu'à en perdre l'ensemble même de notre être. Il est donc essentiel de cultiver la profondeur, d'agir avec sagesse et de ne pas se laisser éblouir par le bruit creux des illusions. C'était Retour aux sources ancestrales, 3 fois Otep, et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition.